Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission de débat politique parlementaire chaque soir en direct à 19h30. Je suis ravi de vous retrouver. On répondra à vos questions posées sur les sites forum lcp.fr, le JDD.fr qui est notre partenaire et je salue tous les internautes du JDD. Hashtag sévère pour les tweetos bien sûr et puis évidemment notre page Facebook, vous pouvez la liker si vous le souhaitez. On parle ce soir de l'agriculture, vaches, veaux, cochons au Salon international de l'agriculture mais aussi colère du monde agricole. On va en parler ce soir évidemment. C'est traditionnel, c'est le défilé des costumes cravates des hommes politiques de premier plan, qu'ils soient président de la République ou en campagne pour les primaires. On en parlera parce que c'est vrai que tous les hommes politiques sont venus taper, comme on dit, le cul des vaches pour écouter la colère et pour faire des propositions concrètes. On va en parler dans quelques instants. Des agriculteurs frappés par une terrible crise, une crise profonde. Ça a commencé bien avant le salon, manifestations en Bretagne et un peu partout en France. Et des agriculteurs qui se suicident, qui dépriment. On va essayer de savoir pourquoi. Est-ce que c'est notre modèle agricole qui est aujourd'hui à bout de souffle? On parlera évidemment des dangers des pesticides, des prix trop élevés de l'Europe, de la grande distribution, qui a été aujourd'hui pointé du doigt par Jean-Michel Bailey, qui est le ministre en charge, le nouveau ministre en charge de la ruralité. On fait le point ce soir pour parler du monde agricole, qui est peut-être le système le plus capitaliste qui existe et qui évidemment aujourd'hui pose un énorme problème au monde agricole. On fait le point ce soir évidemment avec nos invités. Je vous les présente. Jean-Michel Clément, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de la Vienne. Alors, vous connaissez bien cet univers parce que vous êtes un fils d'agriculteur, votre frère est agriculteur et vous êtes avocat et vous avez tout au long de votre carrière professionnelle défendu des dossiers autour du monde agricole. On vous écoutera évidemment sur cette crise très profonde que j'évoquais il y a un instant. Antoine Herth, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes agriculteur, vous connaissez parfaitement ces sujets. On vous écoutera évidemment sur la crise que traversent vos confrères. Et puis je rappelle que vous soutenez Bruno Le Maire, vous êtes un proche de Bruno Le Maire. Il a fait les 25 heures. Alors, je crois qu'il a gagné le pompon de la durée au salon, 25 heures sur 3 jours. Rappelons que Bruno Le Maire a été ancien ministre de l'Agriculture, donc il a beaucoup écouté et fait un certain nombre de propositions qu'on écoutera dans quelques instants. Josian Palache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général en charge de l'élevage à la Confédération paysanne. Vous avez les pieds dans la terre à Saint-Antonin-Nobleval. Ça me fait tellement plaisir de parler de ce petit village magnifique. C'est le Tarn-et-Garonne. Vous êtes éleveur bio, vous faites du lait et vous vendez votre lait à Lactalis, qui est une énorme société. Évidemment, on en parlera peut-être de cette société. Dominique Barrault, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes déjà venu sur ce plateau débattre avec nous, secrétaire général de la FNSEA. Vous étiez évidemment sur toutes les images aux côtés des politiques pour les accompagner dans les allées de ce salon. Ça s'est pas toujours bien passé, notamment pour François Hollande. On vous écoutera évidemment parce que c'est vrai que la FNSEA est pointée du doigt par certains experts spécialistes et remettent en question le modèle que vous portez depuis plusieurs décennies. D'abord, regardez ce sujet, je l'évoquais, c'est vrai que c'est un peu le défilé des hommes politiques, c'est traditionnel, et évidemment, ce salon international n'a pas échappé à la règle. Tous les hommes politiques ont fait le déplacement du président Hollande, bien sûr, jusqu'à Marine Le Pen, en passant par tous les candidats à la primaire. Regardez ce sujet d'Elsa Mondingava, réalisé par Germain Andrieux. Regardez. À droite, c'est le marathon incontournable pour les candidats déclarés ou presque avant la primaire prévue fin novembre. Premier en piste, Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture. Il vise directement François Hollande et le gouvernement. La responsabilité de François Hollande, c'est qu'il ne s'est pas occupé des paysans français depuis le début de son quinquennat. Aucune décision n'a été prise pour accompagner les producteurs et dire aux paysans, voilà quel avenir je vous propose en France. Pas encore candidat, Nicolas Sarkozy a aussi répondu présent pour une photo avec la vache mascotte Cerise, avec à la clé un programme détaillé dans Le Parisien. Levée de l'embargo russe et plan Marshall pour sortir les agriculteurs de la crise. L'ancien président de la République réclame de nouvelles baisses de charges et une fiscalité spécifique. Depuis l'accueil chahuté de François Hollande, le salon reste sous haute tension, mais toutes les visites ont été maintenues. Après Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy et François Fillon mercredi. Alain Juppé a lui aussi ce jeudi rencontré éleveurs et agriculteurs. Jean-Michel Clément, Alain Juppé, qui est aujourd'hui, au moment où on se parle encore dans les allées du salon, explique qu'il est le digne héritier de Jacques Chirac et que c'est peut-être une manière pour lui d'envoyer un message au monde agricole en expliquant que Jacques Chirac, on s'en souvient, c'est celui qui passait des heures à discuter, prendre un verre, toucher les vaches. Comment vous regardez ce défilé d'hommes politiques? Alors là, on a vu un défilé d'hommes de droite. Est-ce que traditionnellement, on peut le dire, le monde agricole est plutôt à droite?
Vous qui êtes un député socialiste. Écoutez, c'est vrai que traditionnellement, et on explique pourquoi, l'agriculture ou le monde agricole c'est toujours plutôt situé à droite. L'attachement à la propriété, l'attachement à certaines valeurs rurales, en ont toujours fait, je dirais, un électorat traditionnel de droite. Et il suffit de regarder les résultats par le passé. On voit bien que, y compris dans un département comme le mien, lorsqu'on regarde la ville, on est plutôt à gauche, et lorsqu'on regarde la campagne, on était plutôt à droite. Bien sûr, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais la tendance lourde ne se dément pas. François Hollande ne s'est pas occupé du monde agricole, dit Bruno Le Maire. C'est une petite phrase de campagne, c'est un élément de langage où il aurait pu en faire plus pour le monde agricole qui aujourd'hui est en grande souffrance. Bon, c'était un élément de langage habile dans l'instant. Bruno Le Maire doit aussi se démarquer par rapport à ses propres, je dirais, adversaires politiques dans le cadre d'une course à l'investiture de son parti. Donc que François Hollande soit un sujet dans ce débat, ça n'est pas surprenant, mais il ne faut pas se tromper de cible. Antoine, ça vous évoque quelque chose? Alors, agriculteur, ce monde agricole, vous le connaissez, vous l'avez vécu de l'intérieur. Vous soutenez Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture. Et je lisais Le Figaro en préparant l'émission. Alors certains disaient oui, nous on attendait Bruno Le Maire, mais en même temps il a été ministre de l'Agriculture, c'est lui qui a brisé les quotas laitiers, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Comment vous regardez ça? C'est que le monde agricole a le sentiment comme ça d'avoir été successivement trahi. Et il y a 3 façons de visiter le salon. Visite de courtoisie, visite pour tester sa notoriété, c'est le cas d'un certain nombre de candidats, ou alors une visite plus approfondie, c'était le choix de Bruno Le Maire, pour pendant 3 jours être en situation d'écoute, de dialogue, d'échange et aussi de collecte de nouvelles pistes, de nouvelles idées pour construire une nouvelle politique. Parce qu'en définitive, ce n'est pas Bruno Le Maire qui a aboli les quotas, c'est une décision qui a été prise bien avant lui et qu'il a accompagné en tant que ministre, effectivement. Mais c'était un choix. Écoutez, j'ai ramené. Oui, j'ai un petit graphique. Voilà, graphique. Parce que nous aussi on a des chiffres. On voit au début stabilité, après instabilité. Les quotas, d'après vous, ils sont partis quand? Là? Au creux? Là. Tout à la fin. Tout à la fin. Et puis donc vous voulez dire, attendez, par ce graphique vous l'avez préparé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incidence entre la fin des quotas et l'instabilité des prix? Ça veut dire que les quotas ne permettaient pas de tout régler. D'accord. Qu'il y avait d'autres sujets derrière, qu'il y avait l'élargissement de l'Union européenne où la France se retrouve totalement diluée maintenant au sein. Ah oui. Ouverture des frontières, les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, tout ça fait que maintenant les produits étrangers rentrent. Donc on est dans un schéma totalement différent. Et ceux qui se revendiquent de Chirac devront se rappeler le moment venu que les temps ont changé, le contexte a changé et qu'on ne peut pas appliquer la même politique qu'à l'époque aujourd'hui. Donc ça c'est Alain Juppé qui ce soir dans les allées expliquait que c'était un petit peu le fils spirituel de Jacques Chirac, celui qui aimait tant l'agriculture. Josian Palac et Dominique Barrault, alors Confédération Paysanne et FNSEA, vous avez passé une semaine aux côtés des politiques. Moi je me suis amusé à regarder un tout petit peu les votes, enfin les intentions de vote en direction de Marine Le Pen. C'est vrai qu'elle n'a jamais gagné autant de points que dans le monde agricole. Elle est à 36%, 25% au niveau national, 36%, un peu plus de 36% du monde agricole dit on a envie d'y croire. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette espèce de tentation Marine Le Pen? Mais jamais l'exaspération n'a été à un tel niveau dans les campagnes. Dans l'agriculture, les gens sont à fleur de peau. Et la solution pour sortir de la crise, c'est le prix. L'Europe ne peut pas, à cause des règles de concurrence, parce que tout ce qui a été mis en place, laisser appliquer une politique de négociation directe. C'est là que le bas blesse. C'est donc entre les solutions que nous proposons, nous, c'est-à-dire plus d'Europe, harmonisation, puisqu'il y a échange, régulation, gestion des marchés, harmonisation sociale, harmonisation fiscale, harmonisation environnementale, tout ça, ça n'est pas proposé par Marine Le Pen. Alors, les agriculteurs réagissent à l'instant, nous, responsables, nous devons réagir en orientation. On va voir le chiffre dans quelques instants de ce score de Marine Le Pen. Intention de vote, j'espère qu'on pourra voir le chiffre dans quelques instants. Josian Palac, ça vous évoque quoi? Voilà, ce chiffre, c'est important. Le vote agricole présidentiel 2017, c'est pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui pourrait se passer demain. 36% des agriculteurs, je l'évoquais, favorables à Marine Le Pen, contre 24% pour l'ensemble des Français. Ça veut dire que Marine Le Pen séduit le monde agricole. Est-ce que vous l'expliquez? C'est vrai qu'il y a l'Europe, c'est Bruxelles, c'est de la faute de l'Europe si les agriculteurs vont mal. Est-ce que c'est bien que la faute de l'Europe d'ailleurs?
Alors, dans le domaine agricole, il peut y avoir une partie effectivement de rejet de l'Europe par sa partie, comment dirais-je, très application du droit à la concurrence, pas moyen de aucune défense collective qui puisse être mise en œuvre. Cette grande inertie au niveau européen, je pense qu'effectivement exaspère le milieu agricole. Après, les solutions qui sont proposées par Marine Le Pen ne vont pas du tout résoudre le problème. C'est pas en sortant de l'Europe qu'effectivement on va pouvoir arranger la situation. Vous êtes en concurrence avec votre lait bio, on va voir des prix, c'est intéressant de voir le prix au producteur, puis le prix quand nous on l'achète en grande surface, mais vous faites le choix du bio et vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres pays très concrètement? Alors la filière bio pour le moment, au jour d'aujourd'hui, c'est une filière qui fonctionne bien, mais je dirais temporairement, parce que la situation qu'on a sur le lait conventionnel, si elle perdure, va affecter le lait bio très prochainement, parce qu'avec des écarts de prix tels qu'ils sont aujourd'hui, il va y avoir un mouvement très large vers de la conversion bio, justement avec des risques je dirais, de paysans qui sont pas spécialement motivés par le bio, mais uniquement par l'opportunisme de ce qui peut se passer entre les marges sont meilleures entre les aides décidées au niveau de la PAC et le prix payé, et c'est une situation d'opportunistes mais qui ne sont pas une solution d'avenir complètement quand même. Jean-Michel Clément, juste sur la classe politique, parce qu'on va s'intéresser au fond, on va s'intéresser aux propositions, aux inquiétudes, aux revendications et aux prix. Est-ce que vous avez le sentiment, ceux qui nous regardent ce soir, est-ce que vous pouvez leur dire oui, la classe politique française, de gauche ou de droite, peut résoudre la crise agricole? Ou est-ce qu'on a le sentiment comme ça que cette crise échappe un peu aux politiques français hexagonaux et que le débat est monté d'un cran? Moi, je crois que si le débat devait échapper aux politiques, ça serait à désespérer de l'engagement. Je crois que la solution, les politiques doivent s'affronter à cette question. Ce qui surprend dans cette crise, c'est sa durabilité, d'une part. C'est aussi, je crois qu'il faut bien distinguer que tous les secteurs d'activité ne sont pas de la même manière touchés et que les causes ne produisent pas les mêmes effets selon les spéculations qui sont choisies. Spéculation, c'est le marché quoi, qui régule. Et donc, non, selon les productions, pardon, selon les métiers. Ouais. Donc en fait, il faut rentrer dans le détail, si vous voulez, pour trouver des solutions. Il n'y a pas une solution miracle, il faut aller vraiment dans chacune des productions concernées. Et puis j'ajouterais à cela, si on va vraiment dans le détail aussi, je crois que la question du prix, bien sûr, est posée, mais il faut avoir aussi la volonté d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Tout n'est pas que dans le prix. Je crois qu'il y a aussi dans la manière dont les modèles sont aujourd'hui conduits. Et que lorsqu'on les modèles, c'est quoi? L'agroécologie, ce que disait Le Foll il y a quelques mois. Les structures d'exploitation, tout simplement, rentrons pas dans les grands mots. Soyons très, soyons très terre à terre. Moi, j'ai examiné les comptes de l'agriculture, de la ferme Poitou-Charentes, de la ferme Vienne l'autre jour. J'ai regardé production par production, qui gagne pas, où se situent les moyens. Donc, je prendrai deux exemples. Comment expliquer, par exemple, tout critère confondu, que vous prenez un élevage bovin, vous avez 6 animaux d'écart en nombre, et vous avez entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins, vous avez un écart de 1 à 4. Vous prenez les céréales, dans le bovin, avec 7 hectares de différence, vous en avez un qui gagne 1 et l'autre qui gagne 6. Donc je crois que quand on regarde ces éléments-là... Comment vous l'expliquez? Vous avez les pieds dans la terre, hein, vous connaissez le monde agricole. Qu'est-ce qui fait que l'un gagne plus que l'autre? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire que dans mon métier, j'avais 2 types de clientèle. Ceux qui gagnaient et ceux qui perdaient. D'accord? Et parfois c'était les mêmes dans la durée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait gagner, à l'autre moment, on pouvait perdre. Tout simplement parce qu'on a fait un certain nombre de choix malheureux, d'investissements malheureux, d'orientation malheureuse. Donc je crois qu'il faut avoir l'honnêteté partagée de dire que dans nos systèmes, au-delà des problèmes de l'Europe qui sont posés, mais aussi que dans le détail de chaque exploitation, dans le détail... Vous n'avez pas dit pourquoi l'un gagnait plus que l'autre. Ah ben, qu'est-ce qui fait que celui qui fait du même bovin avec 6 bêtes de différence gagne plus que l'autre? Vous avez juste une réponse, parce que ceux qui nous regardent disent tiens, c'est peut-être intéressant. L'autonomie alimentaire, par exemple. Effectivement. Autonomie alimentaire. Effectivement, comme il y a des hommes qui sont plus compétents que d'autres dans la même discipline, il y a des agriculteurs qui sont plus performants que d'autres dans la même discipline. Et là où je suis d'accord avec cette analyse. Par contre, ce que nous regardons nous, c'est le médium. Hein, le système moyen, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le système moyen,
la tendance n'est pas au bon résultat. Autonomie excusez-moi, je vous interromps, mais j'ai entendu un petit mot, on s'arrête 2 secondes dessus. Autonomie alimentaire. Pour ceux qui vivent en ville, c'est quoi? On gagne mieux quand on a une autonomie alimentaire et quand on n'achète pas les tourtes de soja OGM du Brésil? Non, ça se résume pas, ça. C'est-à-dire ils arrivent du Brésil quand même, ces tourtes. C'est-à-dire quand les fourrages alimentent les animaux qui sont sur l'exploitation. Sachant qu'en protéines, en Europe, on n'a pas fait le choix encore de la production de protéines, et donc on est obligé d'aller s'alimenter. Ce sont des accords de 1989, Europe-États-Unis. On est obligé d'aller s'approvisionner en Amérique du Sud. Juste un détail pratique, vous êtes agriculteur, Josian Palac et vous aussi, Dominique Barrault, et vous aussi. Quand on fait brouter des bovins dans l'herbe, c'est mieux de les faire brouter de l'herbe ou de leur faire manger des tourtes de soja, la tête dans un râtelier? La question de l'autonomie fourragère est fondamentale et pour ce qui est des ruminants, je crois on peut être tout à fait autonome au niveau de l'Europe pour ce qui est des ruminants, c'est-à-dire les vaches, les brebis et les chèvres. C'est un peu différent pour ce qui est des monogastriques, c'est-à-dire les poulets ou les porcs. Mais pour les ruminants, on peut produire nos protéines en Europe. Nous avons les territoires pour faire de la protéine. Et bon, sur le système qui a été mis en œuvre où on a cherché à toujours, et notamment, là je vais faire une petite pique à nos collègues du syndicat majoritaire, c'est que de développer la vocation exportatrice de l'Europe, où effectivement on a cherché à produire, on a cherché uniquement dans la sélection, on a toujours recherché les animaux qui produisent le plus, pour qu'ils produisent plus, notamment en production laitière, c'est qu'il faut amener un aliment extrêmement énergétique, c'est-à-dire du maïs, et pour équilibrer la ration, effectivement, ça ne peut se faire que par du soja. Et ça coûte cher. Alors ça coûte cher, ça coûte que on est dépendant de ce dispositif-là, et que le jour où il y a une situation là qui est très tendue sur le prix, avec ces achats, ça pose des problèmes. Après, il y a l'autre volet aussi des difficultés, c'est l'investissement. C'est qu'on dit toujours il faut investir, il faut être très modéré dans les investissements si on veut effectivement être résilient. Investissement pour les urbains, c'est tracteurs, c'est investissement de matériel, c'est des granges, c'est du... Si on a le temps de rentrer en détail, on pourrait discuter un peu de cette partie fiscalité agricole qui est quand même assez aberrante. Voilà, Antoine Herz, on a retrouvé notre petit carton. On est des consommateurs aussi après tout, et on achète des produits en grande distribution ou chez le petit commerçant. Regardez le prix du lait, prix conventionnel. Agriculteur, le litre de lait, 0,29 centimes. Ça, c'est les chiffres de décembre 2015. On a essayé d'être le plus précis possible. Quand moi, le consommateur, je vais l'acheter, je le paye 1 euro le litre, mars 2016, dans un des réseaux de la grande distribution, sans citer la marque. Pour le lait bio, on lui achète 0,43 centimes, c'est-à-dire presque le double. Et le consommateur, lui, va le payer seulement 1,10 euro, c'est-à-dire 10 centimes. Et regardez pour le porc, c'est intéressant d'avoir aussi, parce qu'il y a les bonnets roses qui viennent de se lancer, l'éleveur en conventionnel, c'est 1,27 € le kilo, aujourd'hui, et 9,17 € le kilo quand on va l'acheter en grande distrib. Prix du porc bio, 3,50 €, donc là on l'entend, c'est évidemment plus avantageux, mais il y a plus de main d'œuvre. Prix du porc bio au consommateur, 15,60 €, donc il y a 6 € d'écart entre le conventionnel pour le consommateur. Qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que dans les propositions de Bruno Le Maire, il y a sur la table cette idée que aujourd'hui, le consommateur, il a envie de manger bon, il a envie de manger sain. Et c'est vrai que faire une campagne pour acheter français, s'il mange des produits français de mauvaise qualité, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je veux dire, acheter français, c'est bien, mais il faut que le produit soit bon sur le plan qualitatif. Il faut mettre les sujets dans l'ordre. Je crois que la première priorité, la première mission qu'on attend des politiques, c'est de d'abord trancher la question qu'est-ce qu'on veut faire au niveau européen. On a autour de nous des pays qui sont en guerre dans le bassin méditerranéen, dont la sécurité alimentaire va dépendre de ce que l'Europe va pouvoir faire pour ces pays. Il faut que l'Europe se positionne clairement. Aujourd'hui, elle n'a pas de position sur ce sujet. Il faut qu'on décide au niveau européen, et je regrette que la France, depuis quelques années, s'est retirée de ces discussions. Il faut qu'au niveau européen, on ait de nouveau une vraie volonté politique autour d'une politique agricole commune. Aujourd'hui, on répartit le budget, puis chacun fait ce qu'il veut et on se fait concurrence entre nous. Ça va pas. Il faut changer. On distribue les subventions, mais il se passe rien d'autre. Et une fois qu'on a réglé ces problèmes, alors oui, je pense que la mission du politique, c'est de dire il faut permettre aux Français de manger des produits de qualité. C'est pourquoi je soutiens, mon groupe politique soutient la démarche de Monsieur Le Foll, qui a décidé de proposer un décret sur l'étiquetage des viandes, tel que nous le proposions dans la proposition de loi il y a 2 semaines. Oui. Il faut que le consommateur ait la transparence sur le produit, et c'est lui qui pourra choisir combien il veut dépenser pour son produit. Oui. Et on voit bien que l'écart
est moins important dans les produits de qualité finalement que dans les produits conventionnels. Juste pour affiner, ce que propose le gouvernement, et c'est aussi une volonté de la FNSEA, c'est de charter, de montrer un label manger français. J'imagine que la publicité, les télévisions vont nous présenter bientôt des publicités. Je reviens à la qualité. Si c'est des animaux qui sont élevés en batterie, mal nourris avec du soja OGM, est-ce qu'on a envie de les manger? Est-ce que vous avez envie de les manger? Le problème, c'est qu'il y a une réglementation et qu'il faut que ces produits respectent la réglementation. Nous sommes dans un marché ouvert. Les Allemands, respectant la réglementation européenne et allemande, vont pouvoir être vendus chez nous en France sans limite, les produits allemands. Dans la mesure où il y a cette réalité pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour tous les pays européens, moi ce que je revendique, c'est que les agriculteurs français puissent produire dans les mêmes conditions, dans la mesure où ils respectent la réglementation, y compris celle du bien-être animal, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et d'investissements qui aujourd'hui plombent le revenu des agriculteurs. Et ben je dis, il ne faut pas les embêter davantage avec en leur racontant des histoires voilà, sur les petits oiseaux, etc., etc. Il faut avoir une vision sur la compétitivité. Vous dites quoi? L'écologie, ça suffit? Ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy au sein de l'agriculture. On a l'impression que vous êtes tiraillé entre la compétitivité et la qualité. L'écologie ne doit pas nous brider. L'écologie, au contraire, doit être un moyen de faire évoluer notre modèle. Mais il ne faut pas que ce soit une tyrannie constante, immédiate. Il faut laisser le temps aux agriculteurs de faire les progrès. Bon, Josiane Palac a levé les yeux au ciel. Jean-Michel Clément, juste... Réglons ce débat et on va voir un sujet sur la colère, sur ceux qui étaient au salon et qui se sont exprimés pour certains violemment. Est-ce qu'il y a un débat fondamental à régler entre la compétitivité, c'est-à-dire l'idée qu'on produise beaucoup, et qu'en même temps on puisse apporter de la qualité? Est-ce qu'il est possible de faire les deux? Est-ce que c'est impossible? Mais non, c'est pas impossible. Moi, je pense qu'il faut arrêter, ce débat qui mène à rien, qui consiste à dire l'écologie briderait tout. C'est pas vrai. On le voit bien qu'on a sur des territoires des productions qui sont de production de qualité, qui permettent des revenus substantiels aux exploitants. Et je crois que vouloir s'enfermer là-dedans, je le dis, c'est dangereux parce que c'est pas regarder les problèmes là où ils sont véritablement. Et quand on se focalise là-dessus, ça veut dire qu'on oublie les vraies difficultés, les vrais problèmes qui sont posés, justement à la problème de compétitivité. Moi, je m'interroge. Il n'y a pas de secteur économique comme l'agriculture qui ont fait autant de gains de productivité depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Où sont passés, chez qui sont partis les gains de productivité? Moi, je m'interroge là-dessus. Vous comprenez? Moi, je voudrais savoir qui a profité de ces gains de productivité. Je ne viens pas là. Qui a profité? Parce que vous faites du bio. Il y a une vraie bataille aujourd'hui parce que c'est compliqué. Il y a aussi une bataille entre les conventionnels et le bio. Bataille, c'est un grand Non, mais très concrètement, moi, ce débat qui est posé aujourd'hui aux candidats de l'élection présidentielle qui ont défilé dans les allées, c'est de dire le monde agricole veut être compétitif et en même temps, il faut faire de la qualité. Est-ce que c'est conciliable? Conciliable, peut-être dans certains cas un poil. Mais je voudrais revenir. Un poil ou pas? Ça peut l'être, enfin oui, ça peut l'être, mais moi je veux revenir quand même sur la question de faire croire qu'on est dans un marché globalisé et que les produits alimentaires ils circulent comme ça à travers le monde, à travers tout le monde. Ce qui est faux, complètement faux. Les produits alimentaires, le premier client, nous, de nos produits alimentaires, c'est le marché intérieur européen, le marché intérieur français déjà, et à travers la grande distribution, qui s'est vu, bon, et le syndicat majoritaire s'attaque toujours à la grande distribution, parce qu'effectivement c'est le bon bouc émissaire, mais il a été révélé quand même par rapport à tout ce qui se passait cet été qu'il s'avère que la grande distribution s'approvisionne principalement quand même sur le marché intérieur en produits alimentaires, principalement. Venant de la Confédération paysanne. Non mais c'est intéressant parce que c'est la FNSEA qui retourne les cagettes chaque été. On ne va pas apparaître comme les défenseurs de la grande distribution, mais qu'aujourd'hui, pour de venir taper sur la grande distribution, c'est un peu facile, alors qu'on a prôné tout le temps justement cette mondialisation des marchés, de vouloir aller conquérir tous les marchés, puis de dire le jour où ça va mal, eh bien venez au secours, c'est nous, vous la grande distribution, les consommateurs français, il faut que vous nous aidiez. Bon voilà. Alors je pense qu'on peut produire certaines. Alors la question de nous, de la question qu'on doit se poser de notre agriculture aussi. C'est déjà de commencer à nourrir correctement nos concitoyens en respectant nos territoires et notre environnement. La qualité et là, s'il y a des normes aussi qui ont été mises en œuvre qui paraissent excessives, c'est parce qu'il y a eu des excès par le passé. Donc les excès du passé entraînent ces normes excessives. Dominique Barraud, juste un petit mot pour ceux qui nous regardent. Il y a 5,4 kilos de pesticides épandus par hectare. Il y a eu Ecophyto qui devait réduire considérablement de 50%. J'ai lu que le ministre avait déjà repoussé l'Ecophyto à 2025, tellement on n'arrive pas à tenir ce défi. Est-ce qu'on peut produire en volume
en maintenant la qualité. Certains disent on met beaucoup de pesticides, ça fait pousser les plantes, on donne du soja. En même temps, on est loin des normes écossaires proposées par le bio quand on veut manger une bonne viande. Non mais excusez-moi, j'essaie de... Non, on est en confusion totale. Environnement, oui. Environnement et production, et j'irai même plus loin, productivité, oui. C'est même possible, et on a de nombreux exemples. Les pesticides, les produits de protection des plantes sont là pour la santé des plantes, pas pour les faire pousser. C'est les médicaments des plantes, c'est ça, hein. C'est le médicament de la plante pour un certain nombre de raisons. Après, ce que peut faire le politique. Il y a 50 ans, on a mis des lois d'orientation de l'agriculture et on a vu le premier grand magasin Leclerc s'installer autour de Paris. Je fais court, en 2008, on met en place la loi d'orientation de l'économie qui laisse la bride sur le cou des grands distributeurs. Voilà. Donc, ce que nous ne voudrions pas faire chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire une production plutôt standard pour 60, 70, 80%, si nous ne résistons pas, tout en prenant en compte la santé des plantes et des humains, si nous ne résistons pas à ça, nous allons nous contenter, parce que le politique aujourd'hui n'a pas choisi d'autre voie, de regarder passer le lait allemand et la viande d'Amérique du Nord. Eh bien ça, on ne peut pas s'y résoudre. Je vous rappelle quand même que le médicament de la plante dont vous parlez intoxique des agriculteurs qui ont porté plainte et qui ont gagné au tribunal pour intoxication, qui ont gagné, et leur maladie était reconnue comme maladie professionnelle après avoir répandu des pesticides. Donc c'est des médicaments dangereux quand même. Mais ça, il faut le régler et pas le mettre sur la tête, sur le compte des agriculteurs ou de leurs responsables. C'est des problèmes publics, ça qu'il faut régler. Protéger la plante, protéger le consommateur. Alors regardez ce sujet, parce qu'il y a un débat sur les pesticides, tout le monde va en parler, mais la colère du monde agricole, regardez, Stéphanie Despierres évidemment s'est penchée sur ce sujet. C'est vrai que tous les hommes politiques, certains dont le président, n'ont pas forcément été bien accueillis, en tout cas le premier jour à l'ouverture de ce salon. Regardez, écoutez cette colère agricole que nous décrit Stéphanie Despierres. Porte de Versailles, la France agricole hurle son désespoir. Ses éleveurs interpellent directement François Hollande. Ça fait 1 an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. On est tous après crever sur nos élevages. Vous avez vu le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont en train de crever? On va tous mourir dans leur palace. Qui c'est qui vous nourrit tous? Qui c'est qui me nourrit? Qui c'est? Demain, il n'y aura plus personne. Plus personne. Ambiance tendue au salon de l'agriculture cette année. Les éleveurs ne s'en sortent plus. Charges trop lourdes, normes soi-disant trop nombreuses, surproduction, prix trop bas. Les producteurs de lait surtout n'arrivent plus à vivre de leur travail. Les prix sont pas rémunérateurs. Moi aujourd'hui quand je vois un litre de lait à 28 centimes ou à 27 centimes et une cigarette à, on m'a dit l'autre jour, 80 centimes, 70 centimes. Je sais pas, ça m'interpelle un petit peu de me dire ça. Pour le lait, les prix sont fixés par les grandes coopératives laitières. Les producteurs ne sont pas en position de force pour négocier. Vous livrez à qui là? Danone. Ouais. Alors pourquoi payer les actionnaires, parce que les actionnaires, il faut que ça rentre, et nous on crève. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le salon, c'est l'occasion pour les agriculteurs de se faire entendre des politiques, même si les éleveurs ne se font plus d'illusions. On n'attend plus grand-chose, beaucoup de promesses, beaucoup de saupoudrage, de subventions. Nous, c'est pas notre vœu. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre nos produits qui soient rémunérés à la hauteur du prix de revient. La crise agricole a aussi une dimension internationale. L'embargo russe sur le porc et les difficultés économiques de la Chine plombent les exportations de produits français et européens. C'est plutôt une crise mondiale. C'est pas que en France qu'on a des problèmes à notre niveau. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Danemark, en États-Unis, tout le monde est dans le même bateau. Il faut réguler les productions ou trouver des solutions dans chaque pays. Mais pour l'instant, on voit bien qu'on n'arrivera pas à trouver une solution au niveau de l'Europe parce que chaque pays fait les choses de son côté et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. Et l'Europe planche justement sur des solutions à la crise. Des propositions seront sur la table lors de la prochaine réunion des ministres européens de l'agriculture, le 14 mars. Voilà, on voit des agriculteurs qui interpellent, qui disent on ne sera plus là. On connaît le taux de suicide dans le monde agricole. Je voudrais vous poser la question de manière un peu abrupte. Qu'est-ce qui pousse l'agriculteur aujourd'hui en masse à se pendre au fond de sa grange? Vous, Jean-Michel Clément, qui connaissez cet univers. Écoutez, je crois que je suis pas, je viens un spécialiste des questions de santé et au sens large ou psychologique, mais on peut parfaitement imaginer que quelqu'un qui vit des difficultés, déjà pour avoir travaillé aux côtés de gens qui sont en grande difficulté, on connaît la difficulté qu'il y a à affronter, le moment où on ne peut pas faire face à ses engagements. Et ça, c'est quel que soit le métier, que ce soit agriculteur, commerçant, artisan. C'est vraiment très difficile à assumer.
Et lorsqu'un agriculteur venait me voir ou un commerçant venait me voir pour dire il faut déposer son bilan, c'est comme si on lui arrachait quelque chose. Donc il est très difficile d'en accepter l'augure. Après, si vous ajoutez souvent la solitude, il y a aussi la solitude qui ne soit pas forcément qu'une solitude, je dirais, de couple, qui soit une solitude tout simplement parce que on ne va pas oser ouvrir vers l'autre les problèmes qu'on rencontre. Et je crois que c'est malheureusement, je dirais, le geste fatal qui peut conduire à ce double effet. Donc oui, il y a des agriculteurs qui se suicident parce qu'il y a à la fois cette difficulté à assumer l'endettement, difficulté à accepter l'idée même qu'on ne peut pas faire face à ses dettes, et puis surtout peut-être cette solitude parce qu'on n'en ouvre pas. Souvent, on a besoin d'en parler. Moi, j'accompagne une association qui s'appelle Solidarité Paysan dans mon département et dans la région Poitou-Charentes. Le travail de cette association, c'est d'abord un travail d'écoute, un travail d'accompagnement, un travail de tous les jours, tout simplement pour mettre les gens dans leur cadre de vie. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent je suis endetté parce que j'ai acheté pour des millions d'euros de l'investissement, je me suis trompé de modèle, j'ai plus le moyen de rembourser mon tracteur, j'ai fait des mauvais choix, le système m'a mis dedans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Elles sont parfois, je dirais malheureusement, elles ont des tendances lourdes. Après, il s'agit de regarder justement, si vous avez des gens qui, moi je l'ai vu, des gens qui ne veulent pas comprendre que le modèle qu'ils ont choisi les amener là où ils sont. Dans l'impasse. Et ben, on n'a pas de solution pour redresser. Si à l'inverse, il y a une remise en cause qui est entendue, qui est possible, là après on peut construire. Parce qu'en agriculture, on est sur du temps long. Donc certes, on peut subir à un moment donné un choc, mais il faut savoir qu'on a le temps devant soi, souvent, pour essayer de rebondir. José Palac, juste, vous passez au bio, vous êtes agriculteur, est-ce qu'autour de vous, il y a des hommes qui ont tenté, qui se sont suicidés? Parce que j'aimerais qu'on parle de ce modèle. Tous ceux qui expriment l'idée de se supprimer, c'est de dire, moi j'ai plus d'argent, j'ai investi, je suis acculé par des coûts de production qui sont trop élevés, j'ai dû acheter du maïs, du soja, et en bout de chaîne, j'arrive pas à vendre mes produits. Est-ce que c'est le modèle que vous remettez en question en ayant choisi la Confédération paysanne et le bio, par exemple? Alors, je ne sais pas si on peut le lier au modèle, ce problème du suicide. C'est l'expression d'une grande détresse. Alors, elle peut être financière, elle peut être morale, elle peut être. On peut pas. Enfin là, alors je sais pas s'il y a plus de. Je suppose qu'il y a quand même moins de suicides en bio que dans les conventionnels, mais j'ai pas d'études là-dessus et je pense pas que ce soit lié spécifiquement au mode de production. Après, sur le modèle, c'est surtout cette notion toujours de vouloir mettre quand même la compétitivité qui est produire le moins cher par tête de personne, ça met une telle pression qu'effectivement, voilà, ça peut, à un moment donné, ça peut se finir par une détresse qui s'exprime par un suicide. Et c'est dramatique, mais bon, c'est un élément qu'il faut intégrer et combattre et changer de modèle peut certainement y contribuer. Changer de modèle. Nous, on a changé. Avoir 300 vaches et faire du conventionnel. On change de modèle, même ce qu'on préconise. Au niveau de la Confédération paysanne, c'est l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture qui, déjà en premier lieu, soit autonome et ça, qui produise des produits de qualité et puis qui aussi, aménage le territoire et respecte l'environnement et qui est productive. On produit. Nous ne sommes pas des jardiniers de l'espace. Nous sommes. Vous faites du volume quand même. On fait du volume. Moins conventionnel quand même, j'imagine. Avec le bio, oui, généralement, on est quand même sur des niveaux de production moindres, mais on peut se poser la question au jour d'aujourd'hui d'avoir des vaches à 10 000 litres ou d'avoir 2 vaches à 5 000 litres, même pour la problématique des gaz à effet de serre. Parce que si on fait tous les bilans globaux, on peut se poser des questions. En plus, ça renforcerait quand même ou ça résoudrait quelques problèmes de la filière viande, qui aujourd'hui produit de la viande chez nous, qui n'est pas consommée chez nous. Par contre, on achète toutes les vaches de réforme d'Europe pour faire du steak. Donc pourquoi on va dire les hamburgers. Des hamburgers si on veut, mais c'est des évolutions de la société, de consommation de la société, où effectivement la viande bovine est consommée c'est incroyable ce que vous dites. Plus en plus. Notre viande par ailleurs et on récupère la viande d'ailleurs. Excusez-moi, on marche sur la tête. Je suis désolé, vous le dites avec beaucoup de simplicité, mais voilà, la fraise fait le tour du monde parce qu'elle est cueillie, elle est conditionnée ailleurs. Juste, Dominique Barraud, c'est un sujet important parce que ça va évidemment risque de faire grand bruit. C'est une double page dans Libération aujourd'hui. Alors, deux chercheurs, l'un philosophe et l'un qui est géographe, et ils tirent très très fort. Vous allez voir cette petite page de Libération. Vous êtes,
en tout cas l'institution que vous représentez, les fautes impardonnables de la FNSEA. Donc ces deux chercheurs développent évidemment une réflexion et disent une partie de la profession paysanne est menacée de mort violente. Comment ne pas s'interroger sur cette responsabilité? Et ils vous accusent, vous lirez probablement l'article, d'être responsable de ces suicides parce que il y a un pouce au crime dans ce modèle productiviste, dans les investissements, et que évidemment c'est en train de tuer d'une mort violente une partie du monde agricole. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous aussi, vous vous dites à l'intérieur de votre mouvement, nous sommes arrivés au bout de ce modèle, nous n'y arriverons plus? Je dis deux choses. La première, c'est que si le syndicat, s'il s'avérait que nous soyons les seuls responsables, ce serait oublier le rôle du politique. Ce serait quelque part, en tout cas dans les débats, c'est leur faire un beau cadeau que de les affranchir d'une responsabilité et nationale et à l'échelon européen. C'est la stratégie des politiques, c'est ça, hein? Non, je veux dire, si on résumait la crise agricole aux fautes de la FNSA, on ferait une erreur, mais grotesque, en oubliant le politique au niveau national et le politique au niveau européen. Sur les accusations qui nous sont faites et par rapport à l'évocation avec le suicide, qui est multifactoriel, et ainsi de suite, l'agriculteur aujourd'hui, il est cultivateur sur les terres. Quand il est éleveur, il fait en plus de l'élevage. Quand il rentre, quand il garde du temps dans son bureau, il faut qu'il fasse de la comptabilité, de la conditionnalité, des dossiers PAC, qu'aujourd'hui le ministère n'est même pas capable de faire. Et en plus, quand il allume la télé, 2 fois par semaine, il a une mission à charge sur son métier. Alors, fondé ou pas fondé. À charge, c'est un documentaire qui montre qu'on épand des pesticides. Pesticides et cache investigation, et on en a 2 par semaine. Ça n'a pas été contesté, cache investigation, Dominique Barraud. Non, mais je dis que ça fait trop. Je dis que ça fait trop et que c'est tellement. Je considère que c'est même hypocrite de considérer que le seul modèle et un seul syndicat serait la cause de tout. Ce serait oublié. Aujourd'hui, on oublie trop que les questions que nous nous posons juste sur l'environnement, sur la qualité des aliments, sur le respect du consommateur, si on est en train de tuer, voire de fragiliser énormément notre agriculture, et pendant le même temps, nos voisins européens ne font pas la même chose. Ça, bien entendu. L'Allemagne, les autres. Oui, l'Allemagne et la Belgique. Est-ce qu'il y a besoin d'un examen de conscience, Dominique Barraud? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, nous avons vécu pendant 30 ans sur une politique, sur un modèle co-dirigé par l'État et la FNSEA, est-ce qu'aujourd'hui vous dites il y a d'autres modèles, il y a d'autres filières, on invente autre chose? Mais il n'y a pas de problème, qu'on mette l'objectif clair sur la table et qu'on n'arrive pas, par contrainte, prendre l'agriculture à rebrousse-poil. Vous l'avez dit, quand l'agriculture, on lui a mis des objectifs en face, ils ont su évoluer, ils se sont adaptés parce que c'est un métier lourd, c'est des décisions individuelles sur les exploitations. 500 000 exploitations en France, 4 distributeurs. On oublierait tout ça. Qui se réduit, hein, d'ailleurs. Le nombre on oublierait tout ça. Vous en pensez quoi, vous, Antoine? Parce que Bruno Le Maire, il a quand même beaucoup d'idées. On a le chic en France de faire des débats, mais qui ne servent à rien. Pas celui-ci, rassurez-moi. Mais si, quand même. D'accord, je savais pas très bien. De savoir qui est le fautif. Oui, alors. Moi, je sais pas, je reprends un article, vous voyez, c'est 2 chercheurs. En quoi ça fait avancer le schmilblick? Parce qu'il parle de suicide, il parle de mort, il parle de détresse. C'est pas ça qui fera ressusciter les morts. Je suis désolé de vous le dire. Je veux dire, en France, on a le chic de dire, ben voilà, qui est le fautif. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme modèle? Parce que, évidemment, on est dans un système pyramidal où tous décident à Paris, puis ensuite on décline le modèle de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. Mais c'est de la pure folie. Regardez en Allemagne, ils se posent pas cette question. Il y a le modèle dans le bas du Württemberg. C'est un modèle, voilà, de ferme familiale qui ressemble étrangement à celui de chez nous. Et puis modèle très productiviste. Vous allez dans l'est de l'Allemagne où il y avait autrefois les fermes collectivistes. Eh bien, ils ont reproduit le modèle qui existait déjà au 19e siècle avec des grosses exploitations. Maintenant, c'est des structures capitalistes. C'est des modèles qui cohabitent. Eh bien, en France aussi, on a des modèles qui cohabitent. Il y a des débouchés qui cohabitent. Moi, j'ai voté la proposition de loi sur le développement des circuits courts parce que j'adhère à cette idée. Mais en même temps, la semaine d'après, je présente moi-même une proposition de loi au nom de mon groupe en disant et maintenant, il faut qu'on s'occupe du reste de l'agriculture qui n'est pas en circuit court, on me dit ah mais vous attaquez le modèle mais non, je l'attaque pas, je me dis qu'il faut s'occuper des deux modèles, des deux façons de produire ou même plus que il y a des multiples façons de produire. Excusez-moi, vous êtes un député. La montagne, le lait de montagne, c'est pas le lait de montagne, Dominique Barraud. Le lait du sud de la France quand vous êtes dans une culture de prairies sèches,
c'est pas la même chose que sur une prairie humide en Normandie. Voilà, c'est pas les mêmes conditions. Juste pour résoudre quand même une question. On a entendu Cash Investigation, ça a fait grand bruit. Une question a été posée d'ailleurs lors des questions au gouvernement il y a 15 jours par un député écologiste. Ils soulèvent un problème de fond, j'aimerais vous le soumettre. Ils expliquent que les produits chimiques qui sont censés être des médicaments pour les plantes empoisonnent le corps humain, provoquent des cancers de la thyroïde. Est-ce que ce modèle-là, vous le soutenez ou est-ce que vous dites on invente autre chose? Vous êtes un député et vous êtes un proche de Bruno Le Maire. J'ai passé 1h30 sur le stand de l'INRA hier à discuter avec les meilleurs chercheurs français de ce sujet. Je suis l'auteur d'un rapport parlementaire sur le développement du biocontrôle dans le cadre d'Ecophyto, première version. Repoussé. On est d'accord. On a dit moins 50% en 2018 si possible. Intenable. La question que je me suis posée, que j'ai posée aux chercheurs jeudi, est-ce qu'il fallait ne pas fixer un calendrier? Ben non, parce que si on fixe pas de calendrier, on ne donne pas l'impulsion politique et ça permet pas aux chercheurs de travailler. En même temps, en fixant un calendrier, on se met dans une seringue où finalement on se rend compte qu'on n'arrive pas, que le ministre d'après est obligé de repousser. Donc il faut à la fois l'impulsion et il faut laisser le temps de créer un nouveau modèle de production qui résonne sur la réduction des effets peut-être plus que des quantités des pesticides, parce que c'est les effets finalement qui sont négatifs sur les abeilles, sur la santé humaine, sur les résidus rivières, etc. De raisonner sur un modèle global d'assolement, de diversification, en s'inspirant du bio, en travaillant sur la génétique des plantes, en intégrant la problématique du changement climatique. Avec les nouvelles technologies, maintenant, on a des drones, on a de l'informatique qui permettent de modéliser plus rapidement le suivi des maladies et d'avoir des réponses peut-être un peu moins massives que de mettre tout de suite un produit chimique, de mettre un stimulateur de défense naturelle des plantes. Voilà, c'est tout cela qui est en gestation et on ne peut pas dire, voilà, ça sera prêt demain. Et peut-être que ça sera prêt sur la tomate demain, mais ça ne sera pas prêt sur le blé et peut-être pas tout de suite sur la betterave. Le modèle est à bout de souffle ou pas? Parce que c'est qu'on a des produits qui se vendent peu cher. Le modèle n'est pas à bout de souffle, il est en mutation. Il faut qu'on intègre cette notion de mutation et nous, en tant que parlementaires, il ne faut pas qu'on fasse comme je le sens, 62 de mes collègues qui ont fait une conférence de presse en disant maintenant on va supprimer les néonicotinoïdes en France. Oui. Évidemment, qui est un produit chimique qui tue les abeilles. On ne va pas les supprimer en Allemagne et dans nos pays concurrents. On va que les supprimer en France. Ça ne réglera rien. Ça ne réglera rien. Moi, je préférais que ces 62 collègues viennent avec moi en se disant comment on va faire bouger le modèle pour qu'on puisse demain se passer des néonicotinoïdes. Ouais. Ça, oui. Excusez-moi, Jean-Michel Clément, parce que c'est vrai qu'on va peut-être voir les images de Manuel Valls et puis je vous poserai ma question après. Vous allez voir. C'est pas simple parce que le monde agricole veut des réponses immédiates. Ils avaient le Premier ministre. Alors les choses se sont un peu mieux passées qu'avec François Hollande, qui évidemment a été un peu secoué et hué. Ça s'est mieux passé que Manuel Valls, mais c'est vrai que les face-à-face, vous allez le voir dans ces extraits, a été complexe parce que le Manuel Valls, évidemment, n'a pas de baguette de magicien pour régler le problème. Regardez. Non, mais parce qu'on entend, oui. C'est normal, tout ce qui ne va pas. Et c'est normal. Et quand il y a des gens qui crèvent la gueule ouverte, qui sont en difficulté, c'est normal qu'on les entende et qu'on entende leur détresse. Mais il faut aussi des remises en cause. Alors, des remises en cause, c'est au niveau de l'Europe, c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau aussi de la filière et de votre filière. Ça fait déjà une paire d'années. Ça, vous avez entièrement raison. Et c'est très dur pour vous actuellement. Et c'est très dur pour vous. Pas pour vous. Allez. Pas pour vous, c'est pas trop dur. Merci. S'il n'y a pas un prix du lait rémunérateur, les éleveurs, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde va disparaître. Jean-Michel Clément, alors on entend un peu d'agressivité, parce que c'est vrai qu'ils veulent des réponses tout de suite. Si on n'a pas un prix du lait rémunérateur, c'est vrai qu'on se casse la gueule et qu'on va fermer. On voit beaucoup d'exploitations qui ferment la porte. Qu'est-ce qui fait, parce qu'après tout, on n'a pas répondu à cette question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde agricole, celui qui est dans sa ferme, n'arrive pas à vendre le produit au minimum à son coût de revient et avec une petite marge? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme, on le voit, il vend 0,29 son litre de lait et il est quand même vendu 1 euro en grande surface? Les intermédiaires, les actionnaires, comme on entendait, qui fait les marges? Où passe l'argent? Vous posiez la question. Écoutez, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure. Moi, je voudrais juste faire 2-3 petites remarques préalables, si vous le permettez, sur la question de la responsabilité des uns et des autres que chacun veut se renvoyer. L'article de l'IB. Bon, moi, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Pendant des années et des années, les lois d'orientation ont été définies conjointement entre la profession et le politique. Ensuite, je dirais tout ce qui s'en est suivi. Les grandes conférences agricoles qu'on avait chaque année, c'était aussi une décision collective, politique, profession agricole. Il faut avoir l'honnêteté aujourd'hui. Profession ou FNSEA
C'est ça, ouais, les syndicats majoritaires. Non, mais juste, c'était de la cogestion. Moi, je dis profession. Point. Je ne rentre pas dans le. Je ne fais pas de. Ouais. Vous voulez pas de polémique avec la FNSEA, je comprends. Non, mais je dis ce qu'il en était. D'accord. Bon. Ensuite, je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que nous sommes arrivés au bout d'un chemin. Que le modèle, tel qu'il est, tel qu'il a été issu de ces 50 années, aujourd'hui, il est arrivé à son terme et qu'on est en train de chercher des solutions dans tous les domaines. Agronomique, avec l'INRA. Oui, absolument. Maintenant, mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, je crois que la vraie question qui est posée à tous collectivement, c'est pas une question de quel modèle va remplacer celui-là. Ce sont quels sont les modèles qu'il faut développer. Les modèles. Les modèles. Je dis bien les modèles. Parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a un rapport qui va sortir prochainement du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, où ça fait 5 ans, 6 ans qu'un certain nombre de personnes travaillent sur le sujet. C'est Bruno Le Maire qui l'avait initié en son temps, et le rapport va sortir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, il va sortir. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport ? Il fait 4 scénarios pour 2025. Il ne choisit pas. Il regarde comment pourrait évoluer l'agriculture à l'horizon 2025. Premier scénario, alors il y a 2 scénarios tendanciels, 2 scénarios de rupture. Les scénarios tendanciels, c'est à la fois une agriculture héritée, celle qu'on connaît, une agriculture familiale qu'on a dans certaines régions et qu'on aura encore. On aura ensuite une agriculture contractualisée, et là je reviens à votre sujet, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas dans la chaîne de valeur et dans la chaîne contractuelle qu'on aille du producteur au transformateur jusqu'au distributeur, parce que là aujourd'hui il manque le lien avec le producteur dans la chaîne de valeur. En direct, mais vendre en direct. Attendez, j'y arrive. Ça rapporte bien aussi. Ensuite, il y a des scénarios de rupture. Les scénarios de rupture, on les connaît tous. Ils font la une des journaux aussi. C'est la ferme-usine. C'est la ferme-usine qui est en débat. Ferme des 1000 vaches. Est-ce que c'est porté par des agriculteurs ou est-ce que c'est porté par des non-agriculteurs qui adossent des industriels de la terre. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus d'agriculteurs, on parlera de salariés, on ne parlera plus de bénéfices agricoles, mais de dividendes. Ce cas, c'est un scénario de rupture qui peut aussi arriver dans certains domaines. Et puis après, il y a ce que j'appelle moi l'agriculture territorialisée. C'est-à-dire celle qui va associer, je veux dire, un territoire et tous les acteurs économiques qui sont là. Donc je crois que c'est ça qui est aujourd'hui. Quand on regarde le territoire, si on fait un focus sur la France, on va trouver en germe un certain nombre d'organisations comme ça. Donc moi je dis aujourd'hui, si demain on veut effectivement que l'agriculture aménage le territoire, dans mon département, je suis en train de voir les céréales gagner du terrain sur l'élevage ovin. Qu'est-ce qui fait l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qui fait qu'on a des enfants dans des écoles? C'est parce qu'on a des gens dans les villages, qu'on a des gens dans les fermes. Et si demain on a effectivement un agrandissement que des céréales, on n'aura plus de vie, on n'aura plus de voisins. Et quand je dis parfois, je préfère un voisin supplémentaire à un hectare supplémentaire. Entre le voisin et l'hectare, je fais le choix, je prends le voisin. Donc quelque part, si vous voulez, si on n'est pas en capacité de définir demain ces modèles-là et comment est-ce qu'on les décline, eh bien on continuera demain à dire aujourd'hui on produit 25 milliards de litres de lait, on en envoie 12 à l'extérieur, les 12 sont sur le marché mondial et ils participent à l'effondrement des prix, et les 10 qu'on produit chez nous, eh ben on les vend au plus bas prix. Donc voilà où on est. Juste notre sentinelle, j'allais l'oublier, je m'en excuse. Juste un tout petit mot et plusieurs. Yvon, bonsoir. Je suis désolé Yvon parce que le débat était dense, passionné. Je vous salue. Vous en pensez quoi, vous notre sentinelle consommatrice, peut-être pas forcément agriculteur d'ailleurs? Pas agriculteur, mais enfant d'agriculteur. Et ce que je pense, c'est que l'Europe avait pour but de mettre les producteurs de tous les pays européens en concurrence, ce que je trouve tout à fait normal et sain. En revanche, quand on regarde les conditions d'exploitation économique en France, en Allemagne et en Pologne, on s'aperçoit qu'il y a des différences énormes et que moi je chiffre à 35%, ce qui n'est pas négligeable, l'excédent des charges sociales qui pèsent sur l'agriculteur français par rapport à ce qui pèse sur l'agriculteur allemand. Je ne parlerai pas du prix de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre roumaine, hongroise, etc., ou polonaise qu'on trouve en Allemagne par rapport à ce que veut la France. Et enfin, autre surcharge de l'agriculteur français, c'est des normes purement françaises qui sont venues se surajouter aux normes européennes. On en fait trop et ça pèse énormément sur la rentabilité d'exploitation. Et le suicide dont vous parliez, eh bien, il vient effectivement de l'impossibilité pour des agriculteurs de se tirer d'affaire. Bon, Yvon était flou à l'image, mais il était clair dans sa pensée. Terminé Yvon. Oui,
J'ai entendu parler aussi des pesticides, mais le terme me gêne un petit peu parce qu'il faudrait faire des nuances entre les différents types de produits. Il y a des produits classiques, genre sulfate de cuivre ou soufre, qui ne posent pas de problème de santé. Il y a d'autres éléments qui, eux, sont extrêmement dangereux pour la santé et pour lesquels il convient d'être d'une extrême prudence. Donc pour vous, les pesticides, c'est aussi ce qu'on met dans le bio. C'est un mot à bannir parce qu'il est trop général et il faut faire attention à ce qu'on dit. D'accord, voilà. Je fais très attention. Je vous invite, Yvon, à regarder les études de l'INSERM là, qui viennent d'être publiées, qui est en fait toutes les études accumulées sur la dangerosité de ce que vous appelez les médicaments des plantes. Ça donne aussi une idée un peu générale de ce que le monde agricole épand dans les champs. Josian Palac, c'est quoi le modèle qui vous fait rêver parmi les 4 propositions du Conseil général de l'agriculture? La ferme des 1000 vaches, une agriculture territorialisée, un travail de qualité où les citoyens peuvent parler à l'agriculteur? Pour nous, c'est pas la ferme des 1000 vaches, c'est l'usine des 1000 vaches, parce que la sémantique est quand même importante. Parce que nous, chez nous, à la Confédération paysanne, une ferme, c'est nos modèles, c'est une ferme. D'ailleurs, c'est pas une exploitation, parce que qui dit une exploitation, dit exploiter quelque chose, on n'exploite pas, on est là au service. Et les termes ont du sens dans le monde agricole. Voilà. Alors, pour nous, ça a un peu de sens, et cette sémantique est importante. Et la ferme des 1000 vaches, nous, ça nous dérange un peu, on dit ça à l'usine des 1000 vaches. Non, c'est certainement pas ce modèle. Le modèle relocalisé, il faut bien sûr que ce soit celui-là qui soit mis en œuvre. Déjà, bon, même si c'est une filière courte ou une filière longue, c'est parce que dans cette idée-là de vouloir conquérir tout le monde, on a complètement oublié le marché intérieur qui est notre espèce, ce que je vous disais au début. Et je crois que là, il faut que se passe par le biais de circuits courts ou de filières. On va pas, je vois mal que quand même si on souhaite qu'il se développe grandement, qu'on puisse nourrir Paris tout un circuit court. Oui, il faut garder les pieds sur terre, on est d'accord. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Après, pour ce qui est de la problématique qui a été élevée, qui est souvent mise en avant, c'est que la population du monde est en train de croître et que nous, il faut qu'on produise pour nourrir. Ça, c'est l'argument utilisé pour le productivisme. Alors, ça, c'est l'argument qui est utilisé. Alors, je crois qu'il faut se poser des questions si c'était une vraie solution. Je crois que déjà, il n'y aurait plus personne qui mourrait de faim. Si c'est problématique le développement, je crois que toutes les organisations qui travaillent dans le développement n'adhèrent pas à ces solutions-là. Je crois que les problèmes de faim dans le monde, il y en a. Les problèmes dans l'Afrique, ils pourraient être résolus très rapidement par des investissements qui permettraient déjà de stocker les récoltes, de ne pas avoir de pertes au niveau des récoltes. Une forme d'autonomie, d'apprentissage de la terre. L'autonomie, ils ont tous les moyens pour être là. Supprimer la corruption aussi pour ce qui est de l'Afrique. Il nous reste peu de temps, Joseph Palac. Pour ce qui est de chez nous aussi, je crois. Et par rapport à cette agriculture industrielle qu'on a, c'est la partie, je dirais, normative au niveau de l'aspect des aliments. On voit bien qu'il y a beaucoup de déchets de pertes par ce tri-là parce qu'on sélectionne le plat. Parce qu'il faut que le fruit soit il ait de la couleur, qu'il n'ait pas de défaut, qu'il n'ait rien du tout. Juste avant de nous quitter, vous n'avez pas répondu sur cette attaque qui fera grand bruit, parce que non seulement ces 2 chercheurs, géographes, philosophes, pointent du doigt la FNSEA, mais ils disent qu'un jour ou l'autre, il faudra que certaines personnes passent devant la justice pour finalement avoir provoqué ces violences. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'un jour ou l'autre, on sera comme ça, il faudra se regarder en face? Je ne dis pas, non, c'est que nous, depuis longtemps, effectivement, on est en guerre, enfin en guerre, c'est un grand mot, contre la FNSEA, parce qu'on l'a considéré comme un syndicat hégémonique et qui a refusé, et qui a co-géré depuis 1960, avant, depuis l'après-guerre, avec les divers gouvernements de droite ou de gauche, la politique agricole, on le voit bien encore au jour d'aujourd'hui, mais que c'est pas, enfin voilà, c'est pas, je sais pas s'il faut traduire en justice la FNSEA. Bon, c'était la réponse. Voilà. Dominique Barraud, juste avant de nous quitter, on a quand même un internaute qui dit attention, les pesticides, vous avez été dur. Moi, je vois des charges supérieures de 35% entre l'Allemagne, et nous voilà déjà basculés dans le débat des charges. On est sorti du modèle agricole, on est sur un débat de charges. Est-ce que dans les revendications pour clore ce débat, puisque vous avez eu tous les hommes politiques à côté de vous, vous avez exigé des baisses de charges immédiates? Immédiates, pas un pacte de responsabilité, pas un CICE, mais des baisses de charges. Très concrètement, nous avons obtenu, par une annonce du Premier ministre la semaine dernière, une baisse des charges sociales de 23,8%. Les 10 points de MSA égale 23,8%. Mutualité sociale agricole. De baisse des charges sociales payées par l'exploitant. Et sur l'emploi, nous demandons les saisonniers, les permanents, et une fiscalité qui soit plus adaptée à la volatilité des prix et donc des revenus. Donc savoir, en un mot, pouvoir lutter, et je mets de côté la qualité des produits que vous cultivez, pouvoir lutter à armes égales avec d'autres pays. Complètement. Pour une agriculture territoriale et contractualisée, il faut mettre le producteur
dans la négociation alimentaire. Producteurs, transformateurs, distributeurs, et pas seulement transformateurs, distributeurs. Avant de nous quitter, c'est vrai qu'il y a une mode, alors certains disent c'est les bobos, c'est les quartiers de Paris. C'est vrai sans être vrai, parce que ça existe dans plein de villes de province. Est-ce qu'il faut développer les cycles courts? Est-ce qu'il faut casser les intermédiaires, faire en sorte que... Mais l'argent, puisqu'on se posait la question de savoir où elle passait entre le 0,29 centimes le litre et le 1 euro, est-ce qu'il faut passer en direct? Est-ce qu'il faut développer ces cycles en direct, cycles courts, parmi les modèles proposés d'ailleurs? Mais il y a un biais, une erreur de parallaxe dans le travail qui a été présenté. C'est pas sur le fond, mais sur la façon de le regarder. En fait, c'est pas parce qu'on choisira un modèle que les autres n'existeront pas. Peut-être qu'ils n'existeront pas en France, mais en Espagne, il y aura la vache. C'est inquiétant d'ailleurs. Il y aura les la fraises, ferme des 1000 vaches. Ouais. Il y aura la ferme des 30 000 cochons. Et ces mêmes cochons, ces mêmes vaches, ces mêmes produits vont se retrouver à côté des produits français. Donc le vrai sujet, c'est quel positionnement de marché. Et une fois qu'on s'est positionné sur le marché, dans quel segment de qualité, là où la France a-t-elle les meilleurs arguments et comment les mettre en amont, notamment la qualité, si je vous entends bien, ben oui. La qualité, le retour sur investissement, la question de la valeur ajoutée. Là, on peut réfléchir ensuite sur les structures et pas faire le contraire. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et un deuxième sujet, ce sera le dernier mot. Volatilité des prix, notre fiscalité, la contribution charge sociale a été construite quand les prix étaient stables. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Il faut changer le modèle fiscal et social, fondamentalement. C'est là où on voit d'ailleurs que il faut supprimer les plus-values. Et l'exonération de plus-value. Merci. Voilà, ça sera et la DPI, voilà des sujets de fiscalité, parce que c'est souvent des sujets très pointus. Merci à Josian Palac, secrétaire général en charge de l'élevage à la Confédération Paysanne. Vous veniez du Tarn-et-Garonne et de Saint-Antonin-Nobleval. Voilà, je l'ai redit une deuxième fois. Antoine Hertz, merci de venir sur ce plateau, député Les Républicains du Bas-Rhin. Vous soutenez Bruno Le Maire et vous l'éclairez aussi sur ces questions agricoles, même si lui-même a quelques compétences sur le sujet. Merci à Dominique Barrault, vous êtes le secrétaire général de la FNSEA. Je suis sûr que vous irez vous pencher sur cet article de Libération de ces deux chercheurs, et vous faites vous aussi des vaches et du lait de montagne, parce qu'on ne l'a pas dit, avec comme ça un petit circuit que vous vendez dans la grande région Auvergne. Et merci à Jean-Michel Clément qui va repartir dans la Vienne. Vous êtes député socialiste et on l'a compris, bien très intéressé sur ces questions d'agriculture. Merci à vous quatre. Merci à Yvon, voilà, qui aime le monde agricole. Merci à vous. Et puis demain on s'intéresse, alors on va quitter la France, on va s'intéresser aux États-Unis. Là aussi il y a un débat sur l'agriculture. Il y a surtout un débat sur les primaires américaines. Donald Trump, Hillary Clinton, est-ce qu'il y a encore un peu de suspense? On en parlera avec nos invités demain. Bonne soirée, je serai là demain soir.